qui ne croit pas, il adapte, il voit comment les choses dans ces cas-là? Disons que je traite surtout sur la philosophie, parce qu'après il y aura d'autres champs peut-être pour le dire, mais je pense que pour les philosophes, ou même lorsqu'on a un peu un esprit philosophique, eh bien déjà on se positionne en regardant le passé comme étant ce qui relève du vécu, et donc d'une somme d'expériences qui peuvent nous guider maintenant si j'en ai besoin. En même temps, ça nous fait nous tourner vers demain, parce que l'homme est aussi projet, donc entre les expériences passées, le présent, auquel d'ailleurs beaucoup ne font pas attention. Et ce futur dans lequel je projette déjà des choses à réaliser, ben, il y a un intervalle important, c'est le présent. Et pour ma part, je développe la thèse du présent qui dure. J'ai l'impression, là on va peut-être passer 1 heure et demie ensemble, c'est pas une fraction de seconde, c'est des temps qui comptent. Pour moi d'autant plus, puisque ça parle de mon livre, donc c'est un moment important pour moi, et de le partager avec vous. Ce qui fait que ces périodes-là, eh bien, c'est ce qui scande une vie et c'est ce qui permet de rendre heureux. Donc on pourrait dire que pour les philosophes comme les communs des mortels, en gros, voir passer du temps, si on le remplit bien, et si on sait saisir dans ce temps qui passe les choses qui peuvent nous permettre d'être heureux, eh bien forcément, on développe un sentiment de sagesse à l'égard du temps. Donc un moment dont on profite. Dont on profite. Je dirais même, quand vous êtes chez le dentiste et que vous souffrez, vous en profitez aussi. Ah oui, là, mais, pas comme... mais pas comme vous auriez aimé. Oui. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments où on est amené à souffrir. Et ce moment-là, parce que mon livre n'est pas non plus, comment dire, c'est pas soyez heureux, vous serez... Non. C'est pas c'est pas un guide du... Pas du tout, c'est pas un guide d'éveil au bien-être, toutes ces choses-là. Bien au contraire, c'est quelque chose qui pose non seulement les enjeux de la vie et de l'existence, mais aussi l'idée que nous sommes mortels, que nous vieillissons, et que j'ai fait le lien à un moment donné que je trouve un peu comique à écrire, mais je ne sais pas si ça l'est vraiment, où je dis qu'à un moment donné, le temps marque le corps. Il y a plein de gens qui vous disent je suis jeune d'esprit. Oui, d'accord, on l'a on l'a tous dit une fois. L'enrobage, il n'a pas suivi, en gros. Donc on se dit, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis attachée dans un chapitre à développer justement ce temps vécu par le corps. Parce qu'on pense souvent au temps de la conscience, comment on appréhende le temps, l'ennui, peut-être la douleur, ça paraît long, ou des fois des moments très agréables qui passent très vite. Ça, c'est la conscience. Mais le corps, il reçoit le temps autrement. Mais c'est compliqué dans une société où on essaie de ralentir le temps, où on essaie la chirurgie esthétique, la cosmétique, on veut, voilà, on montre partout à la télévision, dans les campagnes de publicité, on reste jeune. C'est compliqué comme ça. Mais justement, j'accuse, moi, les médecins chirurgiens esthétiques de saboter le travail du temps. Et oui, parce qu'ils viennent vous enlever vos rides, ils viennent vous rendre tout lisse, tout... C'est dommage, parce que finalement, vos rides, elles parlent de vous. Si vous avez des rides d'expression, ça prouve que dans la vie, vous avez ri ou pleuré. Si vous êtes lisse comme... ça sert à rien, on se dit, c'est pas possible. Voilà. Et il n'y a pas que chirurgien esthétique, il y a aussi quand même cette société, et puis nous tous, on n'a pas forcément envie de vieillir, d'aller vers la fin. Enfin, c'est quand même une société de consommation, une société en tant que telle qui refuse là quand même. Il n'y a pas que les chirurgiens esthétiques. Ils doivent être malheureux, parce que quelque part, c'est une continuité. Moi, je me dis, heureusement qu'on vieillit, au moins au moment où on meurt, on a une raison de partir. Là où ça m'embarrasse, c'est de mourir jeune, belle, svelte, en bonne santé. Maintenant, s'il y a tout qui se déglingue, j'entends plus rien, il faut qu'on m'aide pour m'habiller, je peux plus faire ce que j'ai à faire. Bon, ben, j'ai presque envie de dire fatalement, la vie est bien faite, quand ça peut plus, ben, ça s'achève. Enfin, je sais pas si c'est très philosophique d'en parler ainsi, mais moi, c'est la seule réponse en fait que j'ai trouvée. Parce que je me suis dit, sinon, je me dis, mes jeunes années sont derrière moi, ça y est, on commence la dépression, là. Voyez. Et puis, si en plus, on me fait des remarques sur mon physique, ou si je me rends compte que les yeux des jeunes hommes ne se posent plus sur moi, hein, en tant que femme, on se rend quand même bien compte, on se dit, ça y est, on a déjà les 2 pieds dans la tombe, on devient déjà mémé, et alors qu'on ne l'est pas encore. Mais oui, mais oui. Parce que ça, le regard des hommes, ou même dans la cité sur la femme, c'est particulier. Parce que c'est quand même une femme qui écrit. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné. Voilà. Non, je ne dis pas pour les hommes, mais vous prenez juste votre bedaine, pas le reste. Nous prenons tout. On nous reproche tout. Oui, on peut en débattre. Non, je sais pas pour moi, mais non, alors parlons quand même des plus jeunes, parce qu'il y a tout un chapitre quand même dans votre livre sur quelle est la perception des plus jeunes, des enfants, sur la question du temps. Et bien justement, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais quand on était petit, on nous apprenait à lire l'heure. Et je me suis rendu compte cette année avec des étudiants que j'ai à la faculté, qui sont quand même des étudiants qui ont 20-22 ans, qu'ils ne savent pas lire l'heure. Ils savent lire uniquement des chiffres sur une montre.
Mais les aiguilles, ils ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas appris. Donc c'est important. Hein. Ça veut dire qu'on a une génération d'enfants, comme immédiatement on leur a offert des montres à quartz avec des chiffres dessus, où tout est sur le téléphone, etc. On s'est dispensé de leur expliquer la petite aiguille, la grande aiguille, etc. Donc sur une montre, ils ne savent pas lire l'heure. Donc on peut dire que la notion de temps, pour nos générations en tout cas, c'était une génération dans laquelle on apprenait à lire l'heure et on remontait nos montres. Donc on avait l'idée de remonter le temps. Voilà. Quand on dit ça à des jeunes qui ne savent pas lire l'heure, vous êtes fossilisés pour eux. Parce que vous êtes d'un autre monde. À l'heure du digital. Oui, voilà. Alors, oui, c'est ça. Ils sont dans une modernité qui fait qu'ils n'ont pas du tout le même rapport au temps. Alors, parlons d'une autre notion du temps, c'est le temps, et vous l'évoquez, le temps de travail, le temps social. Qu'est-ce que ça a changé, ça? Ben déjà, on a des tas de cadres supérieurs ou autres qui décident du temps pour nous. C'est-à-dire ce sont eux qui décident des calendriers scolaires, ce sont eux qui décident du temps qu'il nous faut pour consacrer à notre travail. En fin de compte, surtout avec la réforme sur le travail, là on voit bien que on décide pour nous du temps qu'on doit donner à la société pour travailler. Et puis parallèlement à ça, on n'a jamais autant parlé de RTT, de temps libre et de loisirs. Donc il y a une espèce de combinatoire aujourd'hui, parce qu'autrefois on ne se demandait pas quel temps on aurait pour se reposer en fait. C'est une vision bien contemporaine, ça, cette répartition du temps entre le travail, les congés payés, etc. etc. Donc, oui, il y a une évolution. Et après, bien entendu, depuis le marxisme, on a compris que, et la naissance des industries, le temps, c'est le rendement. Donc, time is money. Hein. Donc, ça veut dire qu'on se souciait peu des hommes et de leur vie ou de leur souffrance physique au travail. L'important, c'était la rentabilité et que l'entreprise puisse... en réalité, être productrice au maximum. J'ai l'impression que vous émettez une critique sur cette société-là et cette question de rentabilité, de rendement. Mais oui, parce qu'on se rend compte qu'à force de vouloir tout rendre compétitif, rapidement fait, etc., etc., on passe à côté des choses qui demandent du temps. Et par exemple, aujourd'hui, on peut vous faire un beau tapis, c'est une chose. Si vous allez dans la Creuse... à Aubusson, vous vous faites faire un tapis par quelqu'un qui est tapissier, vous passez votre commande, vous avez votre tapis 6 mois ou 8 mois plus tard. Ça veut dire que quelque part, il faut laisser le temps au temps, et il y a des choses qui demandent un temps, ou un certain temps, pour être bien faites. Et ce temps-là, aujourd'hui, il est complètement occulté. Il faut faire vite, il faut être dans la surenchère, il faut être présent partout, d'ailleurs même il faut être polyvalent en tout, ce qui est absolument affolant. On ne peut pas être spécialiste de ceci et de cela. Aujourd'hui, on voit naître, même je le vois avec moi, les collègues, quand je lis leur livre et que je retourne, il y a une somme de... D'abord, je me rends compte qu'il y a une épidémie, une propagation de philosophes. Ils sont tous philosophes, les types, je ne sais pas, parce qu'ils ont eu une pensée un jour dans la vie, ils s'autoproclament philosophes. Un philosophe, c'est quand même quelqu'un qui a un bagage en philosophie et qui après n'est plus le prof de philo, mais crée ses propres concepts. Donc on se rend bien compte qu'il faut du temps aussi pour ça. Et le temps, tel qu'on le conçoit aujourd'hui dans l'entreprise ou dans la vie que l'on mène, c'est un temps qui est déjà scandé, calculé et, presque rentable pour nous, avant même qu'on ait pensé à agir, en fait. Scandé, étudié et puis aussi très rapide, parce que votre thèse va à l'encontre quand même de la société que l'on vit aujourd'hui. Il suffit de voir les chaînes info, il suffit de voir ces téléphones-là qui, sur les fils Twitter, donnent de l'information où il faut réagir immédiatement, donc on n'en sort pas quand même de cela. Oui, mais alors, justement, je trouve que ça a des défauts, tout ça, parce qu'on est toujours dans la gouvernance des émotions. Les gens s'affolent sur des photos en mettant sur Facebook ou ailleurs toute une bande de critiques, de choses. Et résultat, on a aujourd'hui dans la société des gens qui sont de plus en plus mous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les débats, au lieu de se mener le matin, le type il se lève, il allume son Facebook, il s'énerve tout seul. Alors là, il en envoie, il est content, il s'énerve, il est comme un fou furieux. Et au bout d'une heure, il s'est bien lâché, d'un coup il se dit bon allez, je vais déjeuner parce qu'il faut que j'aille travailler. Et le type, après, il s'est défoulé, il n'a plus rien à dire. Alors que quand dans la cité, il y a des choses qui ne vont pas, avant les hommes descendaient, les femmes, descendaient dans la rue, manifestaient, exprimaient un mécontentement. Aujourd'hui, on voit bien, avec tous les moments où il y aurait pu avoir un peu de la manifestation, notamment pour la réforme de l'orthographe, personne n'est dans la rue. À part quelques profs qui défendent le latin et le grec, on a l'impression aussi que c'est des dinosaures, et puis ça s'arrête là. Donc on est quand même dans une drôle de société par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on ne prend plus le temps de se poser pour réfléchir sur les vrais sujets. Non seulement on ne prend plus le temps de réfléchir, mais en plus on absorbe comme des éponges tout ce qu'il y a, on ne vérifie pas la source, on ne vérifie pas la source.
J'ai ri la semaine dernière, je sais plus, il y avait une image sur Facebook de quelqu'un qui disait « Oh, il est mort, comme c'est dommage », en parlant d'un acteur, il était mort il y a 7 ans. Le type, il n'a pas réalisé. Qui venait de voir apparaître l'image, et comme tout le monde avait mis RIP, eh ben, il a rajouté son RIP. Donc moi j'ai rajouté, je vous signale que ça fait déjà 7 ans, si vous êtes toujours dans le deuil, voyez, bon, voilà, parce qu'à un moment donné il faut revenir à de la logique. Donc je pense que ça fait vraiment penser, vous savez, à cette période de l'Antiquité avec Platon, quand il disait on est tous dans la doxa, c'est-à-dire dans l'opinion. Et à un moment donné, nous dans l'opinion, on a eu Wikipédia qui s'est développé, où tout le monde pouvait se prétendre plus ou moins comme un scientifique qui alimentait une pseudo-encyclopédie, ce qui est complètement faux, parce que tout le monde peut écrire ce qu'il veut, et il faudrait vérifier aussi les sources. Mais en plus de ça, on pourrait rajouter que les hommes en sont arrivés à tout prendre sans même pas réfléchir à ce qui est dit. Donc au final, on a la société qu'on mérite. Il faut raison garder, il faut prendre le temps de réfléchir, et peut-être répondre au moment où on n'est plus dans la gouvernance des émotions. Après l'affect, en gros. C'est certainement dû aussi, vous parliez tout à l'heure des philosophes, il nous manque aussi quelques référents philosophes qui peuvent tracer des lignes, tracer des routes. Non mais est-ce que c'est pas... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a perdu cela quand même. On a surtout perdu depuis que on a mis des barrières à certains philosophes, parce que vous voyez, juste pour la petite parenthèse, je publie mon 18e livre, personne ne s'intéresse à moi. Personne. J'ai publié 14, j'ai créé 14 concepts de philosophie qui réforment l'idée de la philosophie. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'entrisme, il y a des noms qui reviennent toujours. Je ne dis pas que les gens sont incompétents, mais ils ont une sorte de monopole, et qui fait que si vous n'êtes pas du sérail, ça passe pas. Donc il y a des philosophes qui sont présents, il y en a, qui sont pas trop mal, même très bien, pas spécialement pour moi, mais qui sont très bien, mais dont on n'entend pas parler parce que ça passe pas un certain seuil. Moi, à Paris, j'arrive à rien. Alors que peut-être que si on me lisait, on pourrait trouver un intérêt, peut-être pas à tout, mais à quelques-unes de mes théories. En tout cas, il y a de l'intérêt dans ce livre-là. Je voudrais qu'on évoque une notion liée le temps et la liberté. On entend souvent mon grand luxe, c'est d'avoir du temps. Et finalement, aujourd'hui, c'est une grande liberté de se consacrer du temps dans cette société un peu folle.